Aujourd'hui, pour comprendre et étudier le climat, les scientifiques utilisent énormément de sources de données, d'informations différentes et de sources indépendantes pour pouvoir évaluer l'évolution du climat. C'est important d'avoir des données, mais ce qui est important, c'est d'avoir des longues séries de données d'observation. Le rapport de l'Académie des sciences sur le changement climatique en 2010, par exemple, écrivait « L'évolution du climat ne peut être analysée que par de longues séries de données à grande échelle, homogènes et continues ». Donc en fait, le challenge pour nous, climatologues, enfin météorologues, c'est vraiment d'arriver à récupérer des données pour constituer des séries les plus longues possibles, mais aussi après de les homogénéiser et d'avoir le moins de trous possible dans les séries. Et donc, en fait, cette action de récupérer des données, de constituer des longues séries et les homogénéiser, c'est une action mondiale. Dans chaque pays du monde, on essaye de faire cette action de récupérer des données et constituer des longues séries. Donc, en fait, les petits points correspondent aux valeurs vraiment annuelles, les moyennes annuelles des températures de l'hémisphère nord. Par contre, les bâtons gris correspondent à l'incertitude et la courbe bleue correspond à des moyennes, en fait, des moyennes décennales qui permettent de lisser les courbes. Vous voyez une forte vraiment une variabilité interannuelle, décennale et multidécennale de la température de l'hémisphère nord. Et vous voyez bien une accentuation quand même d'une accélération depuis les années 1970 sur l'hémisphère nord. Vous avez tout un tas de courbes qui correspondent à des reconstructions paléoclimatiques, donc 12 reconstructions paléoclimatiques qui essayent de reconstruire la température depuis au cours des 1300 dernières années à partir de tout un tas je vous ai dit, de proxys sensibles à la température et des reconstructions. Donc en Europe, les premières mesures régulières ont été entreprises dès le XVIIe siècle et on a vraiment l'organisation de réseaux météorologiques organisés au cours du XVIIIe siècle. Météo France a eu accès à ces archives, a pu numériser tous les documents, tous les tableaux météorologiques de ce réseau. À l'échelle globale, en fait, les observations à l'ère de l'instrumental ont débuté vers le XIXe siècle, de toute façon. Donc, de toute façon, on a des observations surtout au début en Europe, aux États-Unis, mais vraiment les mesures s'étendent sur le monde entier, avec, à la faveur, je dirais, des colonies. Et donc, les différents pays européens vont partout dans le monde et font des mesures météorologiques partout où ils s'installent. Il faut faire la différence entre la disponibilité des données dans les bases et, par contre, les observations qui ont été faites. C'est ça l'idée que je veux vous faire passer, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de données dans les bases de données que les mesures n'ont pas existé. Par exemple, pour la France, concernant la base de données climatologiques ou climatiques de Météo France, en fait, si on regarde les données qu'on a depuis de 1800 à 1900, je vous ai donné la répartition en fait, du nombre de jours-stations depuis 1780. Donc actuellement, on a 132 millions de jours-stations dans la base de données climatique avec 21% en fait de données avant 1950. Le fonds météorologique nommé MET, conservé aux Archives nationales, est constitué donc des versements effectués par la Météorologie nationale de 1971 à 1992. Cela correspond donc à 6300 cartons d'IMAB. Je vous montrerai des photos des fameux cartons d'IMAB, ce qui correspond à 2 km linéaires de carton. Sur ces 2 km linéaires de carton, en fait, ce fonds contient des archives administratives de la Météorologie nationale et des services antérieurs, des archives de la prévision et des archives climatologiques, ce qu'on appelle le fonds METC. Le fonds climatologique METC, on a analysé, étudié et ouvert à peu près un tiers des cartons. C'est une très grande diversité et une richesse inestimable puisque dans chaque carton, on a en fait des données inédites. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on gagne à chaque coup. Aujourd'hui, on a accès à ces documents et on va pouvoir récupérer et repartir à la reconquête de centaines de millions d'observations météorologiques. Je voulais vous montrer un exemple de compte-rendu quotidien. Donc c'est 4 pages d'un document vraiment de référence de l'observation, qui correspond à peu près au tiers de notre fonds de climatologie. En fait, ce sont des documents de référence qui étaient chaque jour remplis par les observateurs
L'observateur faisait des mesures sur des carnets d'observation considérés comme brouillons et recopiés chaque jour sur un compte-rendu quotidien. Alors, il n'y a pas que des tableaux d'observation dans le fond, mais quand même, c'est 99%, mais on trouve de temps en temps des aquarelles, des fiches de renseignements, des notices explicatives, des diagrammes, des photos, des cartes. La Fondation BNP Paribas nous a permis, en soutenant le projet, d'avoir surtout accès aux archives et de vraiment extraire beaucoup de données sur ces archives. C'était une vraie action de sauvetage des données anciennes accumulées au fil des années par les climatologues des services météorologiques nationaux. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la météorologie nationale à l'époque, ce n'était pas Météo France à verser ces documents, mais ces documents les plus anciens datent donc du milieu du 19e siècle. Donc ça veut dire que chaque service météorologique ou climatologie a confié au futur tous ces documents, et au fil des décennies, en fait, la météorologie nationale avait donc ces 4300 cartons d'archives climatologiques. Donc ça a été un effort de récupération des données anciennes pour améliorer vraiment la caractérisation du climat passé, mais récent à l'échelle de ce que j'ai pu vous montrer, donc depuis le milieu du 19e siècle. Avant 2012, les 2 km d'archives étaient dans un bâtiment amianté et poussiéreux, et là vous avez la photo sous la neige de ce bâtiment qu'on appelait le Peigne, et avec des grandes ouvertures, et qui était donc, comme je vous disais, inaccessible depuis plus de 10 ans, puisqu'en fait, il y avait eu des analyses qui disaient que les cartons étaient amiantés. Donc la première étape du projet, qui a été organisée et traitée par les archives nationales, a été de faire dépoussiérer et nettoyer les archives. Et donc, en fait, Météo France a pu avoir à disposition le premier lot de cartons nettoyés mi-2012. Vu qu'on a 4300 cartons, on sélectionne les cartons et on sélectionne les documents qu'on va faire, comment récupérer. Donc on est après la conservation, dans la sélection des documents, en fonction des... Alors on regarde notre base de données, on regarde les bases de données internationales et on décide donc des actions en fonction des données qui sont déjà dans les bases de données. Et voilà, donc le contrôle et l'archivage, le contrôle de la numérisation, le contrôle de la saisie. Ça, c'est très important. Et après, archivage, bien sûr, sur un serveur. Et après, archivage dans la base de données climatologique de Météo France. Et bien sûr, mise à disposition des données aux usagers, aux projets de recherche et aux bases de données internationales. Parce que quand même, le plus important dans le Data Rescue, c'est, bon, il y a beaucoup de travail, mais vraiment, notre but, c'est de mettre à disposition les données. Le mécénat de la Fondation BNP Paribas a permis donc, en premier, la prévention préventive et curative des archives avec le dépoussiérage et la restauration de certains documents abîmés. La description, donc l'analyse avec l'embauche d'assistants archivistes et la mise à disposition de personnel, les inventaires archivistiques et climatologiques de 1600 cartons. Le mécénat aussi a permis de numériser, donc de scanner 650 000 pages de relevés d'observation météorologique. C'est énorme. Je trouve que vraiment d'avoir su comprendre l'intérêt des archives pour comprendre le climat, et c'est pas évident, parce que moi je sais qu'à Météo France, je travaille sur cette action depuis 13 ans. Il a déjà fallu motiver et faire comprendre aux collègues de l'intérêt des archives des archives climatologiques pour comprendre le climat. Donc que la Fondation et les experts qui ont choisi aussi le projet aient pu comprendre que le Data Rescue est un moyen, c'est pas un but, c'est un moyen pour la recherche sur le climat. Chapeau, voilà, chapeau. Bien sûr, un grand merci aux Archives nationales pour son investissement, pour le soutien dans ce projet, parce que ça n'a pas toujours été facile, pour l'accueil des agents de Météo France sur le site des Archives nationales, et puis pour l'accueil aussi que j'ai toujours encore aux Archives nationales quand j'y vais, et puis pour la mise à disposition de quand même beaucoup d'agents des Archives nationales, puisqu'il y avait l'équipe, mais il y avait aussi tout un tas de services autour qui nous ont soutenus tout au long du projet. Toute ma gratitude aux nombreux collègues des Archives nationales, qui continuent d'ailleurs encore à travailler avec Météo France, et puis tous les collègues de Météo France, parce que je pense à eux, qui ont participé au projet pour le travail souvent, alors je dois le dire, souvent ingrat, parce que dans la poussière, pas dans l'amiante, mais quand même dans la poussière, dans les documents brûlés,
Donc, bon, voilà. Et si ce n'est pas dans la poussière, c'est des tableaux de données à regarder, à examiner pour préparer la saisie, le contrôle de la saisie. Enfin, voilà. Je crois que j'ai fini. J'ai duré combien de temps ?